discussion. Voilà. Merci beaucoup au Conseil scientifique de m'avoir invité. Je suis désolé effectivement de ne pas être en présentiel. Donc c'est un sujet complexe parce que finalement il y a peu de publications récentes et on va le voir effectivement le titre qu'Eric Combe m'avait proposé, que reste-t-il des IST tropicales rares? Eh bien vous allez voir pas tant de choses que ça. Donc, le premier, c'est chancre mou dû à Haemophilus ducreyi, dont on fait le diagnostic à l'examen direct devant la présence de bacilles gram-négatifs bipolaires regroupés en chaîne de bicyclette ou en banc de poisson, intra-extracellulaire. Et donc, le diagnostic formel se fait par la PCR. Désormais, la culture ne se réalise que dans des centres spécialisés. Alors, la prévalence de cette infection était auparavant très importante, puisqu'on parlait de plusieurs millions de cas par an dans le monde, principalement en Afrique australe et orientale, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et en Papouasie. On décrivait des cas sporadiques dans les pays occidentaux qui étaient plus fréquents chez l'homme, notamment liés au VIH et à la prostitution. Alors, cet article de synthèse sur les différents cas rapportés dans le monde montre que, bien entendu, effectivement, cette incidence est beaucoup plus importante sous les tropiques, avec des chiffres qui, dans cette étude de 2016, ne sont pas énormes. Et la conclusion donc, de cet article était effectivement qu'en 90, on rapportait 7 millions de cas, ce qui est quand même énorme. Et c'est vrai qu'à Djibouti, on en voyait beaucoup à l'époque où j'étais coopérant. Et désormais, c'est une pathologie qui est peu rapportée, peu observée, peu décrite. Cette étude indienne de co-infection, c'est des sujets VIH, montre que le chancre mou représente encore 26% sur une population faible de cas rapportés. Et cette étude du CDC américain révèle 14 cas de 2019 à 2020, mais seulement 3 sont véritablement vérifiés par PCR. Donc la grande question également, c'est tous les cas qui étaient précédemment rapportés, est-ce qu'ils étaient réellement prouvés? Et effectivement, donc désormais en France, la surveillance des IST ne porte principalement que sur la syphilis, les gonococcies, les infections à chlamydia, dont la lymphogranulomatose vénérienne. Donc, ce qui prouve bien que ce n'est plus du tout un problème de santé publique, en tout cas dans notre pays et en Europe. Alors, le chancre mou, la période d'incubation, c'est 3 à 7 jours. Ce sont essentiellement des ulcérations cutanées, plus que muqueuses, du fourreau, du scrotum, de la vulve, et de plus en plus rapportées aux membres inférieurs chez les enfants. Et donc, il y a eu plusieurs études publiées, notamment dans le Pacifique, dans les îles Solomon, et donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on a rapporté donc ces ulcérations cutanées qui ne sont pas spécifiques et justement dans des zones d'endémie de drépanomatose endémique, dont c'était le principal diagnostic différentiel. Il y a bien entendu de grands nombres d'autres diagnostics différentiels, et donc ça pose la problématique de la difficulté du diagnostic et de s'assurer donc lorsqu'on pose des diagnostics, surtout lors d'épidémies, qu'il s'agit bien de telle ou telle étiologie. Et en l'occurrence, cet article au Cameroun, désolé, montrait qu'effectivement, sur 3 petites épidémies d'ulcération qui avaient été présumées comme des tréponématoses endémiques, eh bien, en l'occurrence, c'était rarement le cas. Et pour la première, eh bien, on avait trouvé, surtout sur les 3 petites épidémies, on avait retrouvé Haemophilus ducreyi. Donc, c'était vraiment inattendu. Et donc, c'est vraiment important, effectivement, de s'assurer du diagnostic. Alors, le chancre mou, initialement, c'est une papule prurigineuse qui va s'ulcérer, qui est classiquement donc non indurée, assez profonde, purulente, douloureuse, volontiers unique, mais souvent avec des ulcérations satellites. Va apparaître dans 50% des cas
une adénopathie inguinale 8 jours après le début du chancre. Et puis ensuite, assez souvent, quand même, des adénopathies satellites, unies ou bilatérales, inflammatoires, qui vont évoluer vers la fistulisation. Dans 10% des cas, on a une co-infection, le plus souvent avec Treponema pallidum, parfois avec l'herpès, d'où l'intérêt de la PCR multiplex. Le traitement, c'est principalement donc l'azithromycine à raison d'1 gramme péros en une seule prise, gramme négatif intramacrophagique, comme on le voit sur ce cliché, et donc on appelle les corps de Donovan. Mais malheureusement, ils ne sont pas toujours retrouvés, et c'est vraiment l'intérêt de réaliser donc une histologie qui nous avait permis, nous, de faire le diagnostic grâce à des colorations spéciales. Bon, le GIMSA qui va retrouver ces petits éléments intramacrophagiques, mais également la coloration de Wartin-Starry qui permet de encore mieux visualiser les bactéries. Alors, l'incidence de cette maladie, elle était encore une fois essentiellement rapportée sous les tropiques et à peu près dans les mêmes zones qu'on a pu le décrire là tout à l'heure dans le chancre mou, c'est-à-dire essentiellement l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, surtout dans la population des aborigènes. Dans nos contrées, c'est essentiellement du retour de voyage avec une incidence plus forte chez les hommes, ce qui est classique. Dans cette étude indienne, on voit qu'effectivement, l'adénovanose est très faible. Vous voyez, ça représente 0,41% des co-infections chez les patients, notamment HIV, et le chancre mou également une incidence extrêmement faible. Dans cette étude chez les militaires américains, on voit également peu de cas rapportés avec une certaine stabilité entre 2011 et 2020. Et donc, cette publication sud-africaine, où la donovanose était bien rapportée, montre que finalement, actuellement, elle n'est plus observée. Et il se pose même la question, a-t-on éradiqué cette infection? Et c'est intéressant puisque j'ai donc appelé l'ensemble des chefs de service des différents sidistes français et des dom-tom. Et donc, effectivement, l'ensemble de ceux qui m'ont répondu n'ont plus vu de donovanose depuis de nombreuses années. Certains, dont Antoine Bertolotti, qui m'a donc passé la photo précédente, ont encore vu des lésions à type de chancre mou ou des lésions bien entendu de lymphogranulomatose, comme c'est le cas également dans les sidistes parisiens. Mais la donovanose, c'est vraiment une infection qui n'est quasiment plus rapportée. Et nous avions eu la chance de diagnostiquer une donovanose chez un sujet toulonnais dont la contamination était restée difficile à déterminer. Il était un petit peu particulier sur le plan psychologique, mais présumé avec une prostituée d'origine africaine. Donc, la transmission sexuelle peut être cutanée, peut être sexuelle, donc cutanée, fécale ou par autonoculation. L'incubation peut être très longue, de 3 à 40 jours, et on va observer des ulcérations à la fois donc génitales sur le prépuce, gland, vulve, vagin ou même au niveau du col, qui sont indolores, à fond propre, végétantes ou avec des bordures en relief. Plus rarement, on peut l'observer chez les ASH au niveau anal ou inguinal. Alors, il n'y a pas de guérison spontanée. L'extension se fait en surface et en profondeur. Il y a différents stades, donc granulomateux, hypertrophiques, nécrotiques et scléreux. Il existe des formes pseudo-néoplasiques, comme on le voit sur la diapo de droite. Plusieurs complications sont rapportées à type d'hémorragie, de lymphœdème, de mutilation, mais aussi justement d'évolution carcinomateuse. Et puis, plus rarement, ont été rapportées des formes extragénitales
osseuse, hépatique ou pulmonaire. Le traitement comporte l'azithromycine, 1 gramme par semaine pendant 4 semaines ou jusqu'à guérison, ou 1 gramme J1 puis 500 mg par jour jusqu'à guérison, ou bien l'érythromycine pendant 21 jours, l'équinolone, la doxycycline sur une durée également prolongée, et également le Bactrim qui a pu être utilisé pendant des durées plus longues encore. Donc l'observation, les clichés de droite, vous voyez que le malade avait été biopsié, ça c'était un légionnaire qui avait donc contracté cette donovanose en Guyane. Donc, on en arrive à cette dernière IST principalement tropicale qui est la lymphogranulomatose vénérienne ou maladie de Nicolas Favre et Durand, puisqu'en fait, c'est l'élève de Nicolas et Favre, Durand, qui l'avait décrite en 1913 et apparemment, elle aurait même été décrite un petit peu auparavant par un autre médecin. Donc, il s'agit de Chlamydia trachomatis, les souches donc L1, L2, L3. C'est une pathologie qui reste rare, principalement rapportée en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Amérique du Sud. Donc, il y a eu une réémergence chez donc les ASH dans les grandes villes des pays occidentaux, associées au VIH, avec, vous le voyez ici, quand même 649 cas rapportés dans la série espagnole. Cette courbe ascendante observée en Belgique, et puis ce diagramme montrant à la fois chez les sujets HIV, les sujets HIV négatifs, cette augmentation de prévalence, et justement parce qu'il y a des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques, du fait notamment de portages pharyngés et anal qui ont été rapportés chez 15% des ASH qui avaient été dépistés par sérologie et dont 70% étaient asymptomatiques. On a une courbe exactement similaire d'une équipe londonienne, et donc c'est finalement la dernière IST que l'on rapporte de façon assez régulière dans les différents sidistes, notamment français. Donc, une surveillance est assurée par le Centre national de référence et une enquête avait été menée en 2021 auprès de 97 laboratoires en métropole et dans les DROM, avec un typage de 1500 prélèvements anorectaux positifs à chlamydia. Et donc, il y avait près de 17% de LGV en augmentation par rapport à 2020 où on rapportait 13,4%. Donc, il s'agissait de 99% d'hommes. Tous étaient des ASH et il y avait seulement 1% de femmes trans. Donc, l'incubation varie donc de 3 à 30 jours avec 3 phases. Un chancre d'inoculation qui est extrêmement éphémère, d'autant plus qu'il est indolore, il passe donc souvent inaperçu, peut être observé au niveau du gland, du vagin, du col de l'utérus, en anorectal ou plus rarement en intrabuccal. Puis environ 10 à 30 jours après, on va observer une lymphadénite inguinale et ou fémorale d'évolution bubonique, et typiquement avec ce signe de la poulie qui est tout à fait caractéristique, observé dans 20% des cas. Et ces bubons vont évoluer donc vers une fistulisation en paume d'arrosoir. Et donc, la principale complication sur le long terme, cette phase qualifiée de tertiaire, c'est le syndrome génito-anorectal, plus fréquent chez les femmes et les ASH, notamment par le mode de contamination et puis avec la présence de ganglions lymphatiques rétropéritonéaux, et qui va se traduire pour les ASH par un tableau de proctite, de rectite extrêmement sévère avec des ténesmes, des hémorragies, et qui peut aboutir à une colite simulant une maladie de Crohn. Et progressivement, si le malade n'est pas traité, on va observer donc un envahissement des tissus périnéaux, une granulomatose proliférante, et ce que l'on ne voit plus désormais, et qui n'est quand même plus du tout rapporté, y compris d'ailleurs sous les tropiques. Il n'y a pas du tout de publication récente, à part cette publication de l'ADV où on a un aspect de lymphœdème de la verge, mais on n'arrive pas, on n'aboutit pas, bien entendu, à l'estionème, qui est un véritable éléphantiasis génital.
Donc, le diagnostic se fait par PCR, soit par ponction ganglionnaire ou écouvillonnage anal. La référence, ça reste les cultures cellulaires, mais qui ne peut se faire que dans des laboratoires spécialisés. La sérologie va plus être utilisée dans le cadre du dépistage. Et le traitement, c'est donc les cyclines, la doxycycline à raison de 100 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, ou l'érythromycine à raison de 500 mg 4 fois par jour pendant 21 jours. Donc, je me suis permis d'oser donner un traitement présomptif finalement d'une ulcération génitale qui surviendrait sur les tropiques en situation isolée, c'est-à-dire sans capacité d'assurer un diagnostic certain. Et donc, si on veut véritablement éliminer un chancre mou, une donovanose et une lymphogranulomatose vénérienne, ben finalement, le traitement qui permettrait de couvrir l'ensemble, ce serait d'associer une doxycycline à raison de 100 mg 2 fois par jour jusqu'à guérison, mais en pratique au minimum 14 jours, et d'associer également une prise monodose d'azithromycine à raison d'1 g. Et si on veut vraiment être sûr de couvrir une syphilis qui n'aurait pas été diagnostiquée, même si la cycline va bien entendu agir, eh bien, on rajoute une extensiline intramusculaire. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Tu nous as permis de rattraper le temps qu'on avait perdu, donc c'est parfait. Donc, merci pour ce tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Frédéric Sor. Oui, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut relier la diminution du chancre mou, donc de l'hémophilus, avec la généralisation de la vaccination anti-hémophilus chez l'enfant depuis 30 ans? Il y aurait des antigénies. Je ne l'ai pas vu écrit, mais pourquoi pas. Je pense que ça serait plus la diffusion d'antibiothérapie assez facile. Moi, je suis assez surpris quand même, parce que c'est vrai qu'à Djibouti, on voyait beaucoup de chancre mou, et notamment chez l'enfant. Et c'était d'ailleurs des formes qui étaient assez délabrantes, c'était assez impressionnant. Et assez rapidement, l'incidence a diminué. Donc, est-ce que c'est une meilleure prise en charge des malades, une meilleure utilisation des antibiotiques? J'avoue que je ne sais pas très bien pourquoi il y a une telle diminution de ces infections classiquement tropicales. Oui, une autre question, je vois. Merci. Merci pour votre présentation. Je suis Cécile Bébert, je suis responsable du Centre national de référence des IST bactériennes, et donc en charge de Clamida trachomatis et de la LGD. Et merci pour ces données. J'avais un commentaire. Nous, en ce qui concerne les données plus récentes, et donc de 2022, sur la LGD en France hexagonale et en Outre-mer, on arrive à une prévalence de la LGD d'environ 14%, qui est relativement stable par rapport aux données de 2020 et 2021, et en sachant que la moitié des cas sont asymptomatiques maintenant. Donc ça, c'est une donnée un petit peu nouvelle. Et deuxièmement, là, c'était pour faire une petite rectification. Le diagnostic de la LGD, c'est un diagnostic moléculaire. La culture cellulaire n'est pas la méthode de référence, parce que la plupart des échantillons sont inhibiteurs et donc ne permettent pas de cultiver chlamydia à partir Chlamydia à partir des écouvillons rectaux ou de biopsie. Donc la méthode, c'est une PCR, et il existe maintenant des kits commercialisés. Voilà, merci. Merci. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, Ah, pardon. Non, vas-y. Eric Pichard. Est-ce qu'il y a une augmentation des résistances dans les pays en voie de développement de ces pathogènes avec l'utilisation intensive d'azithromycine dans le cadre des programmes d'éradication du pian, du trachome et de la diminution de la mortalité infantile? Je ne l'ai pas vu non plus écrit, je ne sais pas.
Attends, Cécile Bénéard, je lui repasse la parole. Vas-y, Cécile. Oui, je vous remercie pour cette question qui est tout à fait pertinente et intéressante. En ce qui concerne la LGD, il n'y a pas de résistance à l'azithromycine qui a été remarquée compte tenu en tenant compte donc, de cette prescription massive d'azithromycine dans le trachome, et notamment parce que c'est une bactérie qui ne présente pas de résistance active aux antibiotiques. Les résistances, les échecs thérapeutiques sont plutôt liés à un état de dormance de la bactérie. Je ne suis pas capable de répondre sur les deux autres pathogènes, mais en tout cas, pour Chlamydia, il n'y a pas de lien entre prescription massive d'azithromycine dans le trachome et d'éventuels échecs thérapeutiques. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Bernard Martinet. Moi, c'est vrai qu'on voit quelquefois des LGV. J'ai souvenir d'en avoir eu deux qui étaient symptomatiques avec vraiment des signes généraux majeurs, et en particulier des ADP qui étaient, comment dire, visiblement, comme vous l'avez dit, M. Morand, au niveau pelvien, qui empêchaient vraiment la personne de marcher, etc. Ça s'est assez mal terminé parce que j'ai le sentiment que dans ces grandes cliniques, il y a peu de cliniciens qui savent prendre en charge ces grandes cliniques assez évoluées, à savoir que ces patients avaient été mis sous doxycycline et au bout de 3 semaines, ils continuaient à avoir des ADP extrêmement inflammatoires qui se perçaient, qui étaient vraiment infernales. Il y avait eu une excellence de l'ADP, il y avait eu une aggravation de la clinique. Est-ce que vous avez eu dans votre expérience des prises en charge où des choses étaient vraiment, même avec des antibiotiques pendant 3 semaines, des formes cliniques majeures? Est-ce que vous faites la ponction des ganglions? Je voudrais savoir si vous avez été confronté à ça. Moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment d'expérience pour témoigner. Une chose est sûre, c'est que dans les publications, que ce soit pour les différentes IST tropicales, effectivement, très souvent, il y a ponction des ganglions itérative, parce qu'effectivement, ça a tendance à se chroniciser. Après, la difficulté, c'est à partir du moment où il y a un lymphœdème, je dirais que ça risque de l'aggraver également, hein, par définition. Donc, c'est assez complexe, je pense, comme gestion, et peut-être que c'est lié au retard de thérapeutique. Ouais, Jean-Jacques, tu as quand même très clairement dit que les adénopathies relevées de ponction itérative C'est ça. et les exérèses sont contre-indiqués. Ah oui, oui, non, je ne parle pas d'exérèse, je parle de ponction itérative, oui, tout à fait. Oui, j'ai bien compris que tu avais parlé de ponction itérative. Et moi, je profite de cette occasion pour répéter et redire que les exérèses sont contre-indiquées pour le traitement des adénopathies purulentes qui se traitent par les ponctions itératives du bubon, comme on l'a appris quand on était jeune. Je pense que ce trait il est toujours valable, sauf si quelqu'un prétend le contraire ici. Voilà, personne ne prétend le contraire. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le traitement de l'adénopathie purulente du bubon inguinal, ou d'autres bubons d'ailleurs, relève des ponctions itératives jusqu'à affaissement du bubon, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs. Écoute, je crois qu'on va en rester là, parce que Pierre Coupier est en ligne pour nous faire la suite. Merci. Donc, merci à toi de nous avoir été fidèles, et à bientôt, Jean-Jacques. La parole est maintenant à Pierre Coupier, hein, qui a gentiment accepté de nous faire la syphilis sous les tropiques, avec ses particularités tropicales qui sont, vous verrez, assez différentes des syphilis qu'on observe dans les pays, enfin chez nous en tout cas. Pierre, merci à toi. Et la parole est de vous. Ok, merci Eric. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Ok, est-ce que vous voyez le diaporama? très bien. Ok, donc encore merci de m'avoir invité pour parler de la syphilis sous les tropiques. Donc alors je suis dermatologue, donc j'aurai une prédominance de choses dermatologiques, et puis concentré sur les tropiques, et je ne parlerai pas du traitement. Alors, je vais passer la diapositive.